Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe de notre émission a fait un tour du côté de Kansas City. Kansas City, c'est une ville à cheval entre le Missouri et l'État du Kansas. Dans cette ville de l'État du Missouri, en plein Midwest américain, nous nous sommes rendus à l'Académie Lafayette, une école d'immersion en français. L'Académie Lafayette, c'est un melting pot d'enseignants francophones. Ils viennent d'Europe et d'Afrique, des enseignants venus partager avec leurs élèves américains la qualité et la variété des richesses de la culture francophone. Et c'est Eliman Bengue, originaire du Sénégal et principal de cet établissement, qui nous accueille et qui nous parle de son parcours jusqu'aux portes de Lafayette. Je suis arrivé ici il y a un peu plus d'un an, disons 1 an, 5 mois maintenant, à Kansas City, mais je suis aux États-Unis depuis 12 ans et j'ai occupé les fonctions de chef d'établissement en Oregon pendant 8 ans. Donc j'en suis à ma 10e année de chef d'établissement scolaire. Alors on a envie de dire quel a été le parcours de cet homme qui est responsable d'établissement, parce qu'on est quand même aux États-Unis ici. Oui, je viens du Sénégal où j'ai occupé presque différents niveaux d'enseignement. J'ai été instituteur en brousse, comme on dit, je salue les instituteurs de brousse dans le sud du Sénégal. J'ai été aussi professeur de collège et de lycée. Et ensuite, je suis devenu inspecteur de l'éducation. En venant ici, j'étais déjà inspecteur de l'éducation nationale. Au Sénégal, mes collègues occupent les fonctions d'inspecteur d'académie. Donc quand je suis arrivé là, j'avais déjà cette expérience, cette formation. Donc la transition n'a pas été trop difficile sur le plan pédagogique. Alors vous dites que la transition n'a pas été difficile sur le plan pédagogique, ce qui me fait penser à l'insertion, parce que lorsque vous arrivez, vous êtes membre de la diaspora. Quel a été, au moment où vous arriviez, le regard de l'autre sur l'Africain que vous étiez alors? Oui, souvent il y a de la méfiance parce qu'à l'Ouest, certaines personnes ont tendance à dévaloriser les diplômes africains. Et souvent, nous évoluons dans les écoles françaises, où nous avons des enseignants, c'est souvent des écoles internationales, où nous avons des enseignants qui viennent de différents pays, comme de France, du Canada, de Suisse ou de Belgique, du Cameroun, du Togo. Alors, bon, en tant qu'Africains, on se connaît, mais les autres ont souvent voient les diplômes africains comme des diplômes au rabais, mais quand on se frotte sur le terrain pédagogique, on se rend compte qu'en réalité, que nous avons une formation solide sur le plan pédagogique. Et moi, j'ai connu beaucoup d'enseignants africains qui sont très calés et très compétents. Donc, finalement, en dehors du complexe de départ, on se rend compte que nous sommes solides sur le plan pédagogique. À propos de complexe, à un certain moment, il avait comme une espèce de lutte qui ne disait pas son nom entre l'imposition du français et de la culture française dans l'enseignement du français et de plus en plus la francophonie qui prend le relais. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans votre académie avec cette multitude de cultures. Est-ce que l'accent c'est encore le français ou c'est la francophonie? C'est la francophonie. C'est même au-delà de la francophonie, le monde. Parce que le monde se globalise. Et je dis, pour la France, nous avons des relations, je parle des pays africains francophones, des relations historiques qu'on peut préserver. Cependant, la France n'est rien sans la francophonie ou le français n'est rien sans l'Afrique. Donc, l'Afrique occupe une très bonne partie de l'utilisation de la langue française. Donc nous, sans complexe, c'est la francophonie. Nous valorisons les cultures francophones. D'ailleurs, au mois de février, nous avons notre compatriote camerounaise qui organise le Black History Month. Et c'est fantastique. Il y a 2 semaines, j'ai eu un autre africain camerounais qui a fait une sorte de festival des origines avec les élèves qui viennent partager leurs origines
C'était bien. J'ai vu Absolument, les ouais. enfants américains danser le ballard sénégalais. Waouh. C'est ça, c'est le partage. Absolument, oui. C'est au-delà de la France, c'est la francophonie. Vous êtes dans la diaspora, évidemment, il y a le regard de ceux-là qui sont restés au pays, en Afrique. Quel est ce regard sur vous? Bon, ce regard a un peu changé. Parce qu'au départ, je dirais même, c'était l'Eldorado. L'Occident, c'est l'Eldorado, c'est la réussite. Mais de plus en plus, avec la crise économique qui frappe les pays occidentaux depuis, disons, 5 à 6 ans, il y a beaucoup de problèmes, surtout ceux qui sont en Europe. Aux États-Unis, ça va encore. Ça va encore. Il y a toujours ce rêve américain. Mais j'ai l'impression que nos compatriotes, surtout en Afrique, s'intéressent beaucoup à l'argent que nous envoyons. C'est surtout à ce niveau-là. Mais bon, ça va. Et il y a beaucoup de va-et-vient entre l'Afrique et l'Occident. Donc le mythe est en train de s'effriter un peu. On se connaît mieux. Vous parliez de l'argent, je suis entièrement d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui disent « Ouais, ces Africains de la diaspora, en fait, ils ne pensent qu'à eux puisqu'ils ne réalisent rien pour nous aider sur place ». Bon, je ne maîtrise pas les cas d'autres pays, je maîtrise plus ou moins le cas sénégalais. Le rêve de bon nombre de Sénégalais qui sont dans la diaspora, c'est de construire chez nous. C'est ça. En Afrique, c'est d'investir chez nous. Ils envoient beaucoup d'argent. Il y en a de temps en temps qui montent des business qui leur permettent d'aller et de revenir. Sur le plan intellectuel, il y en a aussi, je viens d'ailleurs chez des amis et professeurs d'université qui viennent de monter l'Institut africain de Dakar, qui permet d'amener des enfants, des Américains là-bas et de les former. Donc je pense que tous les Africains ont à cœur l'Afrique, pensent à l'Afrique, même s'ils sont loin de l'Afrique, et voudraient bien sûr, si l'opportunité leur est donnée, de partager leur expérience et de faire avancer l'Afrique. Souvent c'est difficile. Mais vous, personnellement, vous avez la famille, vous avez des amis, vous avez des collègues. Quand ils se disent, mais depuis que M. Mbengue est parti... Oui, vous savez, moi, pour mon exemple personnel, prenons par exemple le problème sur le plan du combat démocratique au Sénégal. De l'Oregon, nous, avec des compatriotes, nous avions créé un mouvement citoyen dénommé Diop Dionna, qui veut dire il est l'heure de se lever. Et à partir de l'Oregon, qui est à l'ouest des États-Unis, nous sommes parvenus à fédérer d'autres mouvements citoyens. La première année, pour faire une marche sur Dakar pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit. Cette marche a été interdite. Une année plus tard, nous sommes revenus avec plus de 18 mouvements citoyens de la diaspora et nous sommes parvenus à faire, avec ces mouvements, organiser une journée internationale contre la mauvaise gouvernance et tout ça, et qui va aboutir depuis longtemps à ce qu'on appelle au Sénégal le mouvement du 23 juin, cette fameuse révolte contre la modification de la Constitution. Donc nous avons, même étant loin, nous avons participé au combat démocratique au Sénégal. Donc personnellement aussi, je suis en échange avec les collègues là-bas. Bon, je dois dire qu'à ce niveau, je devrais faire beaucoup plus. Et j'y pense beaucoup. J'ai des projets, mais bon, ça ne suffit pas. Il faut les réaliser. Je pense que ce que nos gouvernements devraient favoriser, c'est moins de lutter contre l'exode des cerveaux que la circulation des cerveaux. Parce que ce que nous avons ici, nous pouvons les transférer et les partager avec l'Afrique. Au lieu que, parce que ce qui se passe souvent, les Africains, les gouvernements passent par la France ou le Canada pour avoir accès à des méthodes ou à des innovations. Alors qu'il y a des Africains qui peuvent directement faire ce transfert. Je pense qu'il faut faciliter cela. Bon, c'est vrai que le Sénégal est un exemple vivant de la démocratie en Afrique, ça, vraiment, il faut le dire. Mais lorsqu'on regarde les autres pays francophones, tel n'est pas le cas. Et c'est avec beaucoup d'amertume qu'on assiste à ces leaders qui ne veulent pas partir. Oui, vous savez, moi, je suis optimiste. Je suis très optimiste parce que
ces leaders se trompent. Tôt ou tard, le peuple réagira. Et je pense qu'avec l'explosion médiatique et aussi l'Internet, il est très difficile de museler la conscience démocratique. Je pense que certains pays avancent plus vite que d'autres, mais les autres vont rattraper ce retard. Et je souhaite simplement que ce soit dans la paix et la concorde. Mais je pense que ces leaders doivent comprendre qu'après une vingtaine d'années de pouvoir, il faut savoir se retirer. Et se retirer à temps. À propos de se retirer, je vais me retirer tout à l'heure, mais je vous pose une dernière question. Vous êtes dans le système éducatif américain depuis un certain nombre d'années. Vous avez acquis beaucoup d'expérience. Quels conseils pourriez-vous donner à ceux-là qui ont la charge de nos enfants, que ce soit dans l'environnement immédiat de l'école ou dans le système? Je pense qu'il faut une refondation du système éducatif africain. Il faut, parce que c'est dommage, j'ai regardé le classement PISA, PISA qui est organisé par les pays de l'OCDE sur l'éducation. Il y a 65 pays. Il n'y a qu'un seul pays africain, la Tunisie, classé. Les pays asiatiques occupent le devant de la scène. Je pense qu'il faut refonder le programme, faire en sorte que le programme réponde aux besoins, non seulement aux besoins locaux, mais aussi aux besoins d'ouverture sur le monde. Il faut intégrer les compétences du XXIe siècle, la créativité, l'innovation, la communication, la collaboration, toutes ces compétences-là. Il faut impulser une dynamique de renforcement des mathématiques, des sciences, de la technologie, de l'informatique à l'école, l'entrepreneuriat, le business. C'est comme c'est là où va le monde. Les pays qui ont les meilleures écoles vont dominer le monde. À bon entendeur, salut. Après le bureau du principal, nous sommes allés visiter quelques salles de classe de l'Académie Lafayette. Ici, l'effectif n'a rien à voir avec la pléthore que l'on retrouve dans nos écoles d'Afrique. Le matériel didactique est abondant et adéquat. Les enseignants consacrent à l'élève tout le temps nécessaire à l'acquisition des connaissances. Donc je peux passer par semaine. Ok. Par moment, tu auras la solution, le résultat. Par moment, tu ne l'auras pas, ok? Alors, c'est ton défi, réfléchis et voilà. Moulay Sidi, bonjour. Merci, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre belle salle de classe. C'est quel niveau ici? C'est 4e année, correspondance dans le système français à la classe de CM1. Ah, ok, c'est ouais. Et depuis quand vous enseignez là? Je suis là, ça fait ma 5e année. Wow. Donc c'est la 5e année que je suis là. Et vos élèves, comment est-ce qu'ils réagissent? Très, très, très extraordinaire. C'est vraiment très intéressant d'enseigner dans une école d'immersion française, surtout dans cette partie des États-Unis qui se trouve être le Midwest. Okay. Donc, où la langue dominante, je voudrais tout simplement dire, le flux d'immigrants n'est pas trop grand. Donc, c'est intéressant quand même de voir les enfants évoluer dans une école où on parle à 100% l'anglais, le français. Je vois une salle vraiment très bien préparée. Oui. Et dites-moi, est-ce que vous avez, avant de venir aux États-Unis, enseigné ailleurs? Vous êtes du Sénégal, c'est ça? Je suis du Sénégal également, oui. J'ai enseigné au fait 6 ans au Sénégal avant de venir aux États-Unis. Oui. Et maintenant, s'il fallait faire une espèce d'analyse comparative, c'est vrai que ce n'est pas le même contexte, c'est vrai que ce n'est pas le même environnement, mais s'il fallait, par rapport aux enfants, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus libres ici qu'au pays? Exactement, il y a beaucoup plus de liberté ici qu'au pays, mais également ce qu'on remarque, c'est que quand tu viens d'arriver pour la première fois aux États-Unis en tant qu'enseignant africain, le premier défi que tu as, c'est ce qu'on appelle classroom management. Donc, voilà, si tu parviens à le cerner, parce que les formations d'habitude sont très bien pour les enseignants. C'est-à-dire classroom management, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est une espèce de technique qui vous amène à maîtriser votre classe, exactement, à maîtriser les élèves. Exactement. Donc, si tu parviens, n'est-ce pas, à avoir un pas sur ça,
tout est facile, le reste est facile parce qu'il y a assez de matériel pour pouvoir engager les élèves, ce qui est différent de l'autre côté. Donc là-bas, c'est l'élève même qui, n'est-ce pas, par moment, après, n'est-ce pas, tout ce que le professeur fait, c'est l'élève qui va, n'est-ce pas, à la recherche de beaucoup de choses, alors qu'ici, l'environnement, n'est-ce pas, est très propice pour vraiment avoir toutes ces connaissances. Monsieur Sili, je voudrais que vous regardiez la caméra. Oui. Adressez-vous à vos frères, à vos amis qui sont au Sénégal. Regardez la caméra. Salut, ici c'est Moulay Seydi, donc c'est tout simplement pour vous dire que voilà, nous sommes là en train de faire des efforts, n'est-ce pas, de transmettre le savoir sous une forme de mission que moi je dis, parce que le savoir est universel, donc nous sommes en train d'apporter, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice universel. Donc peut-être que ce que nous allons apprendre ici un jour, n'est-ce pas, sera retransmis au pays, parce que tout simplement nous sommes venus en mission et que peut-être la mission s'arrêtera un jour. Et nous demandons à nos frères aussi de faire des efforts pour que les mêmes générations qui se trouvent en Afrique, en Asie et partout dans le monde, n'est-ce pas, soient tous des générations qui sont sur la même ligne, la même longueur d'onde d'apprentissage et de transmission de connaissances. Voilà, je sais qu'au Sénégal, on ne parle pas que le français. Quelles sont les autres langues? Il y a le Wolof, moi je parle 4 langues, voilà, donc je vais tout simplement dire jaajëf ci ni ngeen ma formé ba ma toll fii di mën a joxe xam-xam bi bitim réew. Et que xalaat nañ ni benn bis danañ dellu Sénégal delloo njukkal suñu réew. Autre enseignant, Jean-Claude Diatta. Avec une vingtaine d'élèves de 5e année, il est aux États-Unis depuis 15 ans. Il a fait ses premières armes au Sénégal. Il parle de la particularité américaine. Ici, la particularité, d'abord, c'est que nous sommes une école d'immersion française. La particularité, c'est que nous enseignons les différentes matières avec le français. Donc, il y a 2 choses que l'on fait. C'est une école publique fait régulièrement les choses. Nous, je ne dis pas qu'on le fait irrégulièrement, mais on ajoute à ce que l'on fait l'enseignement du français. Par exemple, quand on va enseigner les mathématiques, on enseignera aussi, au-delà des mathématiques, on enseignera le français aussi. C'est une des particularités que j'ai vues ici, non seulement enseigner la langue, mais aussi enseigner le contenu de la matière. C'est un peu un plus ici par rapport aux autres écoles autour de nous. Et si nous risquions à faire une comparaison, bien que ce ne soit pas très fondé, entre l'enseignement ici et ce que vous avez fait au Sénégal, c'est vrai que ce n'est pas dans le même environnement, mais on peut quand même établir quelques différences, quelques points communs? Oui, la différence du point de vue de l'environnement, c'est que ici, par exemple, si on prend autour l'individu, l'élève, autour de l'élève, on voit plus la présence des parents. Ça, c'est une différence par rapport à chez nous, où là-bas, ils envoient leur enfant à l'école et toute la responsabilité est donnée à l'école. À l'enseignant, tandis qu'ici, le parent est présent, c'est une composante essentielle. Il faut composer avec, communiquer avec régulièrement. Ça, c'est une différence. La différence aussi, c'est du point de vue dans l'environnement de la classe, du management de la classe. Une des composantes réelles, c'est la composante discipline. C'est un peu plus difficile par ici que chez nous. C'est un peu plus difficile, bien sûr, et ça prend beaucoup de temps. Il faut gérer ça. Au-delà de la matière, du contenu de la matière, il faut gérer aussi comment on appelle ça? Le problème de discipline, absolument. Le problème de discipline dans la classe. Mais bon, ici, on est quand même un peu plus fortuné qu'aux alentours, il faut dire. Mais bon, voilà, c'est un problème. Vous êtes parti du Sénégal, vous êtes là depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que, pour reprendre un peu cette formule anglaise qui voudrait que give back to the community, qu'est-ce que vous, en tant que membre de la diaspora, vous avez fait par rapport à se rester au Sénégal? Bon, peut-être qu'en début, il y a eu des gens qui ont voulu venir ici. J'ai aidé à faire venir d'autres. Bon, j'ai contribué au brain drain, malheureusement. Give back, bon, je pense toujours que peut-être un jour il faudra repartir et ce qu'on a acquis ici, le partager de l'autre côté.
Pour l'instant, c'est un rêve, mais je pense qu'il pourra devenir réalité au fil du temps. Vous n'avez jamais été en vacances au Sénégal? Si, je vais régulièrement en vacances au Sénégal. Et vous ne pensez pas organiser des séminaires comme ça, gratuitement, pour vos confrères, pour vos collègues, rester au Sénégal, au village? Il y a des idées qui sont quelque peu caressées par-ci, par-là. Par exemple, en partant durant l'été, d'autant plus que maintenant, il y a certaines écoles qui ont des crédits horaires et que parfois ils fonctionnent durant l'été, durant l'hivernage, on dira au Sénégal. Oui, on peut, si on nous sollicite ou bien si on offre justement partager notre expérience, faire quelque chose de ce point de vue. Et ça, c'est dans l'ordre des possibilités aussi. C'est ça. Alors, lorsque vous arrivez aux États-Unis, il y a le regard de l'autre. L'autre, ça peut être l'Américain, ça peut être le Camerounais, le Malien, le Togolais, le Ghanéen. Le regard de l'autre, quand vous arrivez. Le regard de l'autre, c'est toujours un regard assez curieux pour découvrir qui on est. Et bon, on vient dans un cadre de partage et de découverte, ok? Donner du recevoir, comme disait bien Senghor pour nous. Bon, on essaie toujours de donner et de recevoir de ces gens-là. Il faut s'ouvrir, naturellement. Et ne jamais perdre sa racine, parce que bon, et c'est là qu'on le sait, que ce qu'on a appris de l'autre côté a une véritable valeur. Et c'est là qu'on s'en rend véritablement compte. Il faut voyager, comme on dit, pour savoir quel environnement est le meilleur. Absolument. Bon, je ne dis pas que le mien est le meilleur, mais je me suis rendu compte en venant ici que j'avais des choses à partager, j'avais des choses à donner, mais aussi des choses à recevoir. Et je les ai reçues ici et je partage chaque jour ce que j'ai acquis de l'autre côté. Bien que vous alliez, Jean-Claude, assez régulièrement au Sénégal, le Sénégal, il y a des moments où il est très loin. Oui. Nostalgie, oui. Les parents, les amis, c'est vrai. Mais bon, la communication, aider les autres, hein, c'est une manière de résoudre ce problème, sentir que les autres, avec le fruit de notre travail ici, on améliore un peu les conditions de vie des autres, c'est quand même une bonne chose et ça nous réconforte dans une certaine mesure et ça peut nous amener à tempérer un peu cette nostalgie de l'autre côté. Oui, quoi. absolument. Mais bon, on y va, j'y vais assez souvent. Jean-Claude Diatta, la politique africaine, quel regard vous jetez sur, en général, l'Afrique au sud du Sahara? Parce qu'il y a une certaine tendance à ne pas facilement quitter ces choses. Je reste toujours connecté pour voir ce qui se passe de l'autre côté, du point de vue politique, de l'évolution dans ce pays, dans nos pays au sud du Sahara. Et quand je parle de tendance à ne pas vouloir quitter ces choses, pas vous particulièrement, mais ceux justement qui ont la charge de gérer nos États et qui persistent et restent. Je pense que il serait une bonne chose que certains pensent à partir, à quitter. Et il faut les faire partir, c'est notre responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'ils vont partir. La politique est un rapport de force, il le restera toujours, je pense. Et il faudrait que nous, en tant que peuple, nous prenions nos responsabilités et que nous les fassions partir. Nous utilisons les canaux appropriés pour les faire partir. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'ils sont là et que c'est une fatalité. Non, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de les faire partir. Quand nous, Sénégalais, nous avons voulu faire partir Abdoulaye Wade, nous l'avons fait partir, il est parti. J'étais extrêmement heureux de voir partir Abdoulaye Wade parce que je pense que c'était une gangrène pour le Sénégal, notre chef d'État. Et c'est à nous maintenant de prendre les responsabilités pour améliorer les choses. Bon, on va se quitter à propos de partir. Moi, je vais y aller, mais avant, dites à ceux qui vous regardent au Sénégal, à la famille, quelques mots en wolof, s'il vous plaît. Salam alaikum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si seen tur ak si seen sant maa ngi fii bitim réew ci daan suma doole mais di def tamit suma kentalaayu kàttan pour ñu xam ne que dama ñëw fii pour jàngale mais tamit pour jàng maa ngi wax suma mbokk yi des Sénégal surtout ñoo xam ne ñu ngi école ñu xam ne lu ko yor yëpp mooy jàng bi daal na ngeen farlu ci jàng bi
dañuy toog fii di dégg xale yaa ngi grève naa grève yi nag war nañ ko dagg de war nañ ko dagg parce que du jur dara lu baax ñu ngi fii amul grève nit yi dañuy jàng rek nañu toog dem ci daara yi di jàng loolu laa amoon fa wax wasalaam. Autre particularité de l'Académie Lafayette, c'est l'utilisation par les élèves des livres produits par les enseignants de cet établissement. SOCMAC est du Cameroun. Il a produit une série de manuels dont la pratique de l'immersion en français. Après des années sur le terrain, j'ai pensé qu'il fallait laisser quelque chose également à la postérité. Et j'y travaille toujours parce que c'est une œuvre qui exige toujours du travail et de la rénovation au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Donc j'ai dessiné toute cette gamme-là. Elle est en 3 séries. Ça, c'est le niveau 1 et qui est effectivement fait pour couvrir la première partie de l'école primaire, c'est-à-dire de la maternelle. À la 5e année, 5e non, cette première partie, c'est de la maternelle en première année. C'est ça. Qui équivaut un peu à la CIL chez nous ou au CP chez nous. C'est ça, oui. Et vous voyez, chaque série a un livre de l'élève, un livre du professeur d'activité. Il y a un corrigé du professeur, mais qui n'est pas là. Il y a aussi des CD audio. Vous savez, dans le système, il faut perfectionner pas mal d'outils pour essayer et surtout de les faire adapter à ce qu'on voudrait vraiment voir sur le terrain. Absolument, voilà, au contexte. Donc, et la deuxième série, c'est le niveau 2, toujours avec le livre de l'élève et son livre d'activité. Et c'est pour couvrir le deuxième cycle, dans une école d'immersion, je précise encore, qui va de la 3e année en 4e année, et le niveau 3, qui est là, il a apparu il y a juste 2 mois et demi. Il est sur le marché depuis 2 mois et demi. C'est pour couvrir de la 4e année en 5e année, ce qui équivaut par exemple au CM1, CM2 dans nos programmes traditionnels. Je précise encore, j'ai dessiné ces livres, je les ai mis sur pied avec l'esprit d'apporter un outil pédagogique et nécessaire et utile aux professeurs et aux élèves dans un programme d'immersion en français. C'est ça. André Roland SOCMAC, depuis combien de temps ça existe, ces livres? Ces livres sont en train, c'est depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Est-ce que, bon, c'est vrai que 3 ans quand même c'est court, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu l'impact de ces livres sur la formation des enfants? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut qualitativement et même quantitativement voir l'effet justement de ces livres sur la formation? Mais vous venez de le voir tout de suite là. Oui. Tout de suite là, vous êtes dans une classe où on est en train de les utiliser. C'est ça. Vous voyez vous-même, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans une autre démonstration. Non, c'est vrai, surtout que ce qui me frappe, c'est l'étude de la mise en pratique du syllabaire, ce qui avait été rarement le cas jusqu'alors dans l'enseignement du français aux États-Unis. Alors, je suis dans une école ici, c'est l'Académie. C'est Académie Lafayette. Il y a comme une multiplicité de nationalités. Combien à peu près? On les trouve tant du côté professoral que du côté des enseignants, quoi. Je veux dire du côté des élèves, quoi. En fait, l'école est dessinée pour tous ceux qui veulent apprendre en immersion au quotidien la langue française et en fait pas seulement la langue française, qui veulent étudier en utilisant la langue française. Parce qu'en fait, la particularité c'est quoi? C'est qu'ici vous retrouvez pratiquement tous les professeurs qui sortent de presque tous les coins du monde. Vous avez ici dans notre bâtiment-ci, vous avez des Camerounais, des Togolais, des Sénégalais, des Français, des Belges, des Canadiens et même des Américains. Donc, l'autre question, c'est par rapport, mon autre question se situe en fait par rapport à ce qu'il y a derrière cet enseignement. Est-ce qu'on privilégie le français ou la francophonie? Je pense qu'on privilégie
beaucoup plus la francophonie, parce qu'il faut regarder les choses au sens large du terme, l'ouverture culturelle dans le monde, ok, et la mondialisation. Quand on parle de ça, il ne faut pas oublier la langue. On l'utilise pour véhiculer tout ce qu'il faut et pour essayer de connecter avec tous les éléments de par le monde. Bon, sur le plan culturel, André Roland Sokmak, comment est-ce que vous faites intégrer l'aspect culturel dans les enseignements que vous prodiguez à ces enfants? D'abord, je rentre encore dans ce programme qui a été dessiné et accommodé. Vous allez trouver des éléments. Quand vous ouvrez par exemple un livre et on vous parle du Sénégal, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Sénégal. C'est l'occasion pour que le professeur s'arrête. Leur dise le Sénégal, c'est un pays en Afrique. Ok, un pays où la langue nationale utilisée dans les fonctions publiques est le français. Et parler des vêtements, des musiciens, des hommes politiques, et ça c'est l'occasion. D'un seul mot, on peut faire un autre exposé. C'est comme ça. Et même à l'intérieur, nous avons des saisons où, pour essayer de compléter ce que nous faisons dans nos salles de classe, avec ce que nous avons apporté d'Afrique, nous avons des soirées culturelles, c'est très beau. Nous organisons des soirées avec des poèmes, des danses. Et vous savez, l'élément culturel, il se véhicule. Quand il ne se véhicule pas, il faut qu'il soit transparent. Je ne m'y attendais pas, vous m'aurez vu en Gondo aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. Ça c'est bien. Est-ce qu'il y a comme des semaines culturelles? Nous en avons, oui. C'est ça. Oui. Au cours de ces semaines, c'est l'occasion d'exposer. Absolument. Généralement, nous le faisons au mois de février, oui, janvier-février, pour être en accord avec ce qu'ils appellent aussi ici dans leur culture de Black History Month. Voilà, l'histoire, le mois de l'histoire noire. Oui. Qu'est-ce que vos autres collègues vous ont apporté comme ça? Parce que nous sommes dans une école d'ouverture internationale. Qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, et qu'est-ce que vos collègues du Sénégal, d'Algérie, qu'est-ce qu'ils vous auront apporté? Nous avons des séminaires. Nous avons des séminaires. Presque toutes les semaines, nous nous retrouvons en groupe de même niveau d'enseignement. Donc ça peut être des séminaires qui regroupent les professeurs qui enseignent au même niveau. Nous parlons d'une organisation horizontale ou alors d'une classe à une autre. Nous parlons d'une organisation verticale. Et nous avons beaucoup des échanges pédagogiques. Et croyez-moi, il y en a. Okay? Quand nous avons une manière pratiquement universelle, nous qui sortons un peu de la culture francophone d'Afrique, de faire des choses. Mais il y a toujours des différences. Vous savez, tant qu'on est enseignant, il faut toujours se dire qu'on est un éternel élève. On apprend toujours, des autres. Et on apporte le peu qu'on peut apporter aussi aux autres. Vous avez eu à écrire ces livres. Est-ce que l'occasion, pendant que vous enseignez au Cameroun, vous avez été donnée justement de créer une telle... Je faisais des fascicules plutôt. Des fascicules? Oui, je faisais des fascicules, pas dans le domaine littéraire, je faisais des fascicules en mathématiques et en physique-chimie. Pour ceux qui... ça fait quelques années quand même, vous savez, c'est des choses qu'on retrouve toujours de part et d'autre. Donc au départ, au Cameroun, vous étiez prof de sciences? Oui, de mathématiques, physique, chimie, technologie. C'est ça. J'ai séjourné au CS de Makepe, au collège de La Salle, j'avais des vacations à l'IST, j'avais des vacations à CPFO, un collège d'enseignement technique à Bonapriso, qui est une propriété de feu Paul Sopopriso. Oui, j'ai cogné partout là-bas au Cameroun. Comment est-ce que le professeur Sokmak franchit justement le pont qui l'amène de la mathématique au français, qui englobe tout, parce que votre programme englobe tout. Vous avez parlé tout à l'heure de culture, là je vois même on parle de football, nous sommes des joueurs infatigables, là, des sujets assez variés. Comment est-ce que vous... Est-ce que c'est la situation dans laquelle vous évoluez qui vous amène à vous dire je ne peux pas rester dans mon secteur, il va falloir que je multiplie? Justement, c'est cette ouverture-là. Dieu merci, vous savez, à un moment donné, il faut conjuguer avec la flexibilité de l'esprit et du cerveau. Il faut l'exploiter. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. Flexibilité de l'esprit et du cerveau. Oui. Vous avez dit que vous êtes baptiste, donc ici vous avez retrouvé votre compte?
dans les églises baptistes ici? Absolument, je les respecte beaucoup. Et s'il y a quelque chose que j'ai pu dire et du fond de mon cœur en matière de foi, nous avons à apprendre. Nous, c'est-à-dire les baptistes? Pas seulement, je dis nous. Oui, je comprends pas quand vous dites nous. Baptistes. Ah, d'accord. Dès les origines du temps, nous avons à apprendre auprès des baptistes de toute obédience confondue dans cette société. C'est-à-dire que le baptiste doit rester ouvert, Oui. qu'il soit américain, africain, indien. Oui, oui, c'est ça. Et le Cameroun, c'est loin, professeur Sokmak, c'est loin. C'est très loin, ça nous prend 2 jours de vol. Est-ce que c'est seulement au niveau de la distance géographique ou alors spirituelle et mentale? Spirituellement aussi, Oui. c'est loin. C'est-à-dire? C'est-à-dire que après un temps, on commence, qu'on le veuille ou pas, à être, comme on le dit encore en science, à être phagocyté. C'est ça. Ah, vous ne pouvez pas résister à la phagocytose? Non, c'est une force extérieure par rapport à laquelle vous devez conjuguer et avancer ou refuser de conjuguer et échouer. Attention, vous parlez de phagocytose et vous êtes dans un programme d'immersion totale. L'immersion totale, est-ce que ça veut dire que c'est l'oubli de soi? C'est l'oubli de soi. Non, ce n'est pas l'oubli de soi. Ce n'est pas exactement ce que vous voulez dire par l'oubli de soi. Non, ce n'est pas l'oubli de soi. Je pense que c'est un paramètre d'innovation dans une société. OK? Et force est de le reconnaître, il faut le respecter. Vous trouvez des écoles de ce genre, d'immersion en allemand, en espagnol, en italien. C'est pas moi, des langues en mandarin, vous pouvez vous imaginer. Il y en a, en chinois, il y en a. Parce que quand on parle de phagocytose, c'est un peu comme si vous ne pouviez pas résister. Quand on parle de phagocytose, c'est l'écrasement, l'emprisonnement par l'autre. Non, justement, j'ai dit que c'est un phénomène, OK? Non. Ça ne peut pas dire que vous ne pouvez pas résister, mais vous savez, ce sont des ouvertures. Ce sont des ouvertures et ce sont en fait, ce sont des éléments qu'on trouve dans une société et comme je l'ai dit, par rapport auxquels il faut conjuguer. OK? Je vais encore peut-être mieux m'exprimer par rapport à ça. Quand vous arrivez dans une société comme celle dans laquelle nous évoluons en ce moment, OK? Je vais vous dire que vous n'arrivez pas à... Peut-être vous allez y arriver avec l'idée, une certaine idée que vous vous êtes faite quand vous quittiez votre pays d'origine. Mais arriver ici, en face des réalités, monsieur, que vous le vouliez ou pas, vous allez réviser votre position si vous voulez avancer. Absolument. Vous ne la révisez pas, vous n'allez pas rentrer dans cette société et vous n'allez pas avancer. Et quand vous rentrez dans la société, vous conjuguez avec. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous acceptez de perdre une partie de vous-même. L'enseignement à l'Académie Lafayette, c'est aussi la promotion et le développement de nouvelles technologies de l'information. À l'Académie Lafayette, tout comme dans les autres institutions scolaires américaines, on met un point d'honneur à plonger très tôt l'enfant dans le monde cybernétique. Ici, l'expert en la matière est togolais. Il s'appelle Edem Ado, spécialiste informaticien. Un programme ambitieux. On fait beaucoup de choses. On fait par exemple Power School, c'est un système qui est, en fait permet de gérer les élèves en tant que tels, les bulletins, les parents voient ce que les enfants font directement sur le web, dès qu'ils se connectent à l'internet. Ça fait pas mal de choses. On gère par exemple les problèmes médicaux des enfants. Si un enfant a un problème, c'est dans le système. Jusqu'aux disciplines. Hein. S'il y a un enfant indiscipliné, c'est dans le système, le parent peut voir et c'est online, c'est direct. C'est ça. Depuis combien de temps vous êtes à Kansas City? C'est ma 3e année ici. Et l'informatique, que vous l'avez apprise où? J'ai commencé depuis le Togo. Hein. Okay.
suis arrivé ici en décembre 2000, oui, c'est décembre 13 décembre 2000. Mais avant, j'avais fait genre BTS, informatique de gestion depuis le Togo. Après, quand j'étais arrivé, j'étais à Washington DC, où j'ai suivi des études là-bas pour avoir un bachelor en informatique. Donc, est-ce que l'intégration de l'Africain, du Togolais que vous êtes est facile? Ça a été facile? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui et non à la fois. C'est comme toujours au pays. Si vous avez des connaissances, si par là vous finissez, bon, mais dire que vous finissez et puis directement, bon, il y a quelque chose qui vous attend. Non. Alors vous avez dit oui et non à la fois. Commençons par le non. Pourquoi c'est pas facile? Le non, c'est quelques cas, quelques exemples précis de déception, d'amertume. Écoutez, lorsque nous venons ici, nous avons un but. Ok? Depuis le début, tu viens et il y a d'abord la société dans laquelle tu intègres. C'est parce que tu penses, tu es face à la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut prendre des décisions, c'est pas facile, retourner à l'école. Il y a la famille aussi au pays, il faut la nourrir et tout. C'est compliqué, c'est dur, c'est très dur. Spécialement pour un Africain qui arrive ici, qui suit ses études au pays, qui se cherche, qui dit ok voilà, qu'est-ce que je dois faire, il faut que j'aille à l'école, il y a l'anglais. Je suis francophone, il faut tout reprendre, il faut être patient, il faut être dur et persévérer, quoi. Je pense que c'est le mot qu'il faut, persévérer pour y arriver. Vous parlez d'anglais. C'est vrai que le Togo, un peu comme le Cameroun, a été colonisé par l'Allemagne. Donc nous avons quand même ça, il y a ce lien. Bon, aujourd'hui le Cameroun est bilingue. Le bilinguisme du Togo avec le Ghana à côté, ça ne vous a pas donné l'occasion, l'opportunité d'apprendre l'anglais. Mais aujourd'hui vous parlez bien anglais, je suppose. Aujourd'hui, mon anglais ça va, je ne me plains pas trop. On peut s'essayer en anglais? Would you say, tell me something about the school? First, this is Academy Lafayette. The school name is Academy Lafayette. Let's say I started working here in 2011. Okay. And then came here as an IT assistant. And we work on Power School. The main system that I'm taking care of is Power School. We have another system also called NWEA. Yeah. Where is it located? No, it's web-based. Okay, I see. It's a program too. This test students for their performance 3 times a year, at the beginning of the year, the middle of the year, and the end of the year. This allows the teachers, the parents, and of course the head of school to know how a particular student is progressing academically. Dites-moi, Edem, vous pensez souvent à la famille, rester au Togo, c'est facile? Tout le temps. Est-ce que c'est facile? C'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin même, juste avant que j'arrive au boulot, là, il y a la femme qui m'a appelé du pays pour me dire, écoute, je lui ai dit, mais tu sais, on est à la fin de l'année, et puis c'est le Noël, les vacances, c'est pas aussi que ça, mais on verra ce qu'on peut faire, quoi. Oui, il y a cette charge de nos familles restées au pays qui pensent que c'est facile. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, parce que vous êtes dans la diaspora, vous êtes bien, vous ne voulez pas vous occuper? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, écoute, la réponse qu'on a souvent d'eux est que quand tu leur dis, écoute, c'est pas facile ici, c'est comme s'ils pensent que vous ne voulez pas qu'ils viennent ici et prospérer, peut-être comme toi, ou comme quelqu'un qui a su trouver ses pas. Bon, moi le conseil que je leur donnerais, c'est ceci. Si vous avez un bon boulot au pays, il faut le garder. Eh bien voilà, nous venons de lever un pan de voile sur le monde de la diaspora africaine aux États-Unis et principalement à Kansas City. Cette série va se poursuivre car il faut dire que la population africaine aux États-Unis est diverse et variée. Bonne soirée.